Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant Nissa. L'OGC Nice enchaîne les victoires et conforte sa place sur le podium bien calé derrière le Paris Saint-Germain, fait même le creux sur son voisin monégasque. Un match à un horaire merdique, on va pas se mentir, vivement que ça se termine, ces matchs à 13h, même si on en a encore dans 15 jours, mais aussi on va dire un peu compliqué à suivre à l'heure de la sieste sur le terrain. Pas un très grand spectacle, on se contentera du résultat et puis voilà, de la bonne forme de l'OGC Nice, de ce nouveau clean sheet, d'un record battu de matchs sans être mené. Voilà un peu des records anecdotiques, mais on prend et puis ça vient conforter cette bonne passe sportive du gym. On va quand même un peu détailler ce qui s'est passé sur le terrain. On n'y passera peut-être pas une heure cette fois parce que le contenu ne nous le permettra pas, mais quand même quelques enseignements intéressants. Terem Moffi, buteur et unique buteur de cette rencontre-là. Morgan Sanson, auteur d'une très bonne rencontre. Voilà, des permutations en attaque. Rosario qui a dû un peu au four et au moulin remplacer à la fois Todibo, Youssouf, Boudaoui. Enfin voilà, il y a quand même quelques éléments intéressants qu'on va évoquer ensemble. Alors ensemble bien sûr parce que monologue oblige, je n'avais pas encore entendu mes chroniqueurs du jour. J'accueille tout d'abord Alric. Salut Alric, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous. Écoute, heureusement que les matchs font 90 minutes parce qu'à l'issue de la première mi-temps, ça aurait été compliqué de faire une analyse de fin de match. Mais écoute, une nouvelle victoire. On était au stade, c'était mon retour après un petit moment, un petit moment d'absence, mais très content d'être là. Ouais, un stade peu garni, 22 000 personnes à peu près, donc on ne sait pas si c'est le changement de saison, l'horaire, les deux, la faible attractivité de l'affiche. Mais bon, je me dis à la fois que si on en est à se plaindre de n'avoir que 22 000 personnes, c'est que on a franchi un cap de ce côté-là également. Vincent Bertigno était également avec nous aujourd'hui. Salut Vincent, comment vas-tu? Salut, et bah écoute, ça va bien aussi. Petite victoire, un match pas très sexy à voir et à analyser, mais on va retenir les 3 points et la bonne opération du week-end. Bonne opération, effectivement, avec cette défaite de Monaco dans le match inaugural face au Paris Saint-Germain. Comme on vous le disait, le match nul de Marseille, même si ils sont très très loin. L'OGC Nice a désormais deux fois plus de points que son rival marseillais. Et puis là, on enregistre avec le match de 17h en fond. Rennes-Reims, Rennes a ouvert le score apparemment, du coup. Donc ça pourrait être une bonne opération. En attendant, Lille qui se déplace à Lyon, mais virtuellement, là, si je regarde correctement, il y a des matchs en moins un peu avec les différents événements qu'il y a pu avoir ces dernières semaines en Ligue 1, mais on a bien déjà une grosse dizaine de points d'avance virtuellement sur les places non européennes. Donc malgré tout, et peut-être qu'on va commencer par ça, messieurs. L'OGC Nice, voilà, conforte cette deuxième place, 5 points d'avance sur le troisième, le rival monégasque, une dizaine de points en fonction des matchs en retard et notamment celui de Brest sur les places non européennes et notamment sur Lens, pour l'instant sixième et dernier club virtuellement européen. Après 13 journées, c'est quand même assez incroyable. On espérait ni ce total de points, ni cette avance confortable sur notre objectif de la saison. Voilà, je fais une obsession sur l'Europe, non pas seulement parce qu'on y a pris goût, mais parce que c'est l'objectif avoué par Marcin Bulka, par Jean-Pierre River, par un peu tous les interlocuteurs qui s'expriment sur la saison de l'OGC Nice. Qu'est-ce que ça vous inspire, une telle avance? Alors bien sûr, la saison est encore longue, on a à peine dépassé le tiers, tout peut encore arriver, mais un tel capital de points d'avance, du coup, ça permet de voir les choses, on va dire, un peu plus sereinement, d'autant plus que les clubs potentiellement rivaux, je pense à Marseille, à Lyon, à Rennes, sont quand même encore plus loin que cette marque des 10 points. Ça donne envie d'y croire pour la suite de la saison. Bien sûr que ça donne envie d'y croire. Et en plus, l'OGC Nice vient de battre un record, le record de Bordeaux par rapport au nombre de matchs où on n'a pas été mené. Je rappelle qu'on n'a que 4 buts encaissés en 13 matchs, c'est tout à fait énorme. Et je vais vous sortir une petite stat à laquelle j'ai pensé en rentrant à la maison. Nous faisons mieux que lors de la première saison de Lucien Favre, la première défaite était intervenue en 2016-2017 au bout de la 12e journée pour un résultat final de 3e avec 78 points sur 38 matchs. Donc là, on pourrait commencer à se dire, mais si c'est mieux que Lucien Favre déjà à ce moment-là de la saison, pourquoi ça pourrait pas être mieux à la fin de la saison? Blague à part, je suis très très content parce qu'en fait, le match d'aujourd'hui m'inquiétait d'autant encore plus parce que avec l'absence de plusieurs gros joueurs dans cet effectif, dont le principal
Jean-Claire Todibo, j'avais vraiment très très peur qu'on passe pas en fait le cap. Et puis en fait, on a fait preuve de beaucoup d'abnégation, d'une très très grosse solidarité. Alors oui, en premier temps, c'était absolument abominable et j'ai beaucoup râlé. Je pense que je suis pas le seul, mais au final, c'est bien, il est bien à l'essentiel. Ça fait 3 points. Et quoi qu'on en dise, malgré toutes les critiques, Francesco Farioli l'a encore rappelé au micro de Prime Video. C'est une question de point de vue, la manière de jouer. Au final, ils ont quand même plus de points que la majorité des équipes et tous ceux qui produisent un football léché ne sont pas forcément les meilleurs cette saison. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Vincent, l'essentiel c'est les 3 points, hein, comme dit le consacre la formule, hein, tu nous le disais hors antenne, et je pense qu'on l'a tous et toutes entendu en tribune, hein, pour ceux qui étaient au stade cet après-midi. C'est vrai que sur le contenu du match, on y viendra en détail juste après, il n'y a pas grand-chose d'autre à retenir, mais puisqu'on en est à compter les points, comme je disais, 10 points d'avance sur la fin de cette zone européenne, des rivaux supposés en tout cas en début de saison qui sont sur des marques encore plus lointaine. Toi, dans quel mood tu es? Je pose un peu la question à nos intervenants qui changent émission après émission, mais on est, en tout cas, j'ai l'impression, entre on va dire une joie quand même qui a des raisons d'être, hein, 29 points en 13 journées, Alric l'a rappelé, c'est du quasiment historique, si ce n'est pas historique tout court, mais à la fois quand même une certaine contenue parce que voilà, on connaît l'OGC Nice, on sait sa capacité à gâcher les bons moments, et puis la saison est encore longue. Donc, où est-ce que tu te situes, toi, dans cette équation? Est-ce que tu es plutôt du côté enflammade, plutôt du côté c'est un très bon début, mais le chemin est encore long? Moi, je suis clairement pas dans l'enflammade parce que le début de saison est excellent au niveau comptable, surtout. Maintenant, il y a quand même beaucoup de pistes de progrès pour cet OGC Nice-là, notamment sur le plan offensif, où on a beaucoup de choses à améliorer dans les circuits de passe, dans la mise en mouvement de nos attaquants, les petits automatismes. C'est encore loin d'être parfait, et aujourd'hui, par exemple, on a été quand même très en réussite puisqu'on marque sur une de nos rares occasions. Donc oui, comptablement, on est au point. Maintenant, on doit quand même faire mieux. Je suis pas sûr qu'on puisse se reposer sur un contenu comme ça toute la saison pour finir sur le podium. Surtout qu'en janvier, il va y avoir la CAN, donc on va encore perdre des éléments clés de notre effectif. Il y a aussi le mercato qui va commencer, et on ne sait jamais ce que ça nous réserve vraiment cette période-là. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes encore, mais le début est positif et profitons tant que ça dure. Prenons le maximum de points tant qu'on a la possibilité, on verra où ça nous mène. Tu le disais, hein, une attaque qui est quand même moribonde. Bon, ça suffit à être deuxième du championnat aujourd'hui, mais 14 buts inscrits en 13 journées. Voilà, hein. Bon, les supporters des Bleus auront fait le parallèle, hein, des 14 buts à l'Alliance Riviera de l'équipe de France face à Gibraltar pendant la trêve. Mais autant c'est une performance incroyable d'encaisser que 4 buts, meilleure défense d'Europe, on le rappelle. Et puis, j'étais en train de regarder la deuxième meilleure défense du championnat de France, c'est à 11 buts encaissés, hein. Donc vraiment, il y C'est a un Paris gap. Saint-Germain. Voilà, il y a Paris Saint-Germain et Lille en attendant le match de ce soir qui sont à égalité là-dessus. Mais le gap avec les concurrents sur ce point-là est vraiment impressionnant. Mais à la fois, 14 buts, c'est autant que le Brest de Éric Roy, désolé pour la comparaison, et moins, par exemple, qu'un Lorient qui aujourd'hui est 16e et barragiste au classement. Bref, arrêtons de se comparer avec les autres, mais c'était important de faire ce petit point classement pour vraiment mesurer l'énormité de ce début de saison à un point du leader parisien qui a été battu par les Niçois sur ses terres, avec notamment un super Terem Moffi. Terem Moffi dont on parlera forcément, l'unique buteur de ce match, je vous le rappelle. Mais je voulais peut-être commencer par faire un petit point sur la composition d'équipe. C'est d'autant plus important qu'il y avait de nombreux absents, hein, que ce soit voilà, Hicham Boudaoui et Youssouf au milieu de terrain pour des raisons de suspension, et Jean-Claire Todibo, précaution prise par rapport à son physique. Et puis voilà, une petite alerte pendant la trêve internationale. Eric, voilà, tu le disais, hein, c'était le match, le cut à passer, puisque un adversaire à portée de main a priori, mais avec 3 de tes meilleurs joueurs, c'est peut-être 3 des 5 meilleurs joueurs de l'OGC cette saison, hein, que je viens de citer. On se demandait si justement la défense à toute épreuve allait le rester.
encore un clean sheet, mais je voulais qu'on se penche quelques instants ensemble sur les choix de Francesco Farioli pour pallier ces absences, et notamment du coup la titularisation de Jordan Lotomba à droite, qui revient de blessure tout doucement. Pablo Rosario, du coup, en défense centrale aux côtés du capitaine Dante, et c'est Sofiane Diop, du coup, qui a hérité de la pointe haute du milieu de terrain pour remplacer du coup numériquement Hicham Boudaoui, même si voilà, c'est pas exactement le même poste, mais Kefren Turam est du coup redescendu au poste de numéro 6. Qu'est-ce que vous avez pensé tout simplement des choix de l'entraîneur, déjà sur le papier? Après, forcément, il y a la vérité du terrain qui donne un autre message. Mais honnêtement, moi, quand je vois ce qui était disponible par ailleurs sur le banc, il n'y avait pas trop d'enjeux. On se doutait que ça allait partir sur ce genre de composition d'équipe. Après, l'animation, c'est autre chose. Mais pour le choix des 11 hommes, on n'est pas très surpris à première vue. Oui, complètement. C'est en fait, à un moment donné, on n'a plus trop le choix par rapport aux hommes. Bon, on a très bien compris que le couteau suisse de cette équipe, c'était cette saison Pablo Rosario, qui enchaîne un nouveau poste. Moi, ce qui m'a un peu surpris, et encore agréablement, parce que ça faisait partie des choses qu'on appelait un petit peu de nos voeux aussi ces dernières semaines, c'est ce changement au milieu de terrain. Alors quand je dis changement, c'est qu'au lieu d'avoir une pointe basse et deux numéros 8, j'ai eu l'impression qu'on a un peu inversé les positions en ayant, un Thuram et un Sanson qui faisait un peu les deux tâches défensives et offensives, avec un Sofiane Diop un petit peu en espèce de numéro 10. Bon, ça n'a pas trop fonctionné, hormis l'hyperactivité de Morgan Sanson, mais on y reviendra. Donc globalement, que dire sur ces choix? C'est des choix plutôt contraints, mais encore une fois, ce qui est très positif cette année, c'est que peu importe les changements que tu apportes dans ton effectif, et tu peux même te permettre de faire de mettre au repos, même forcer tes meilleurs joueurs, tu perds pas en qualité. Donc c'est une très très bonne chose, et tu perds surtout pas en solidarité. C'est ça que je veux souligner. Bien sûr, on a peut-être perdu en qualité de jeu, notamment en première mi-temps, mais globalement, en sachant toutes les difficultés qu'on rencontre au niveau blessure et suspension, je trouve qu'on s'en sort très très bien. Oui, effectivement, on rappelle que ce sont des joueurs clés des performances de Logis ces dernières semaines qui manquaient à l'appel. Certes, il y a eu, je pense, et voilà, Vincent, tu nous donnes ton avis dans quelques instants là-dessus, une petite quand même perte au niveau de la qualité technique globale avec les joueurs remplaçants. Mais par contre, Alric, tu fais bien de le souligner au niveau solidarité, cohésion d'équipe. Voilà, ça s'est quand même souvent terminé à de nombreux Niçois dans la surface pour mettre une tête, une jambe pour contrer les assauts toulousains. Et ça a fonctionné avec le résultat qu'on connaît. Vincent, par rapport aux 11 de Francesco Farioli et les forces en présence, pas trop de surprises. Au final, le seul débat qu'on aurait pu avoir, c'est peut-être davantage sur l'attaque, et voilà, l'éternelle question de est-ce que Guessant doit être titulaire à la place d'un des trois devant. Mais sur le reste, là où vraiment se concentraient les absents clés, on a fait avec ce qu'on avait en stock pour le moment. Oui, c'est ça. On a fait ce qu'on a, enfin, la compo d'équipe, elle correspondait à ce qu'on attendait. Après, on pouvait avoir des doutes un petit peu sur, est-ce que Guessant ou Buonanni pourraient être titulaires, par exemple? Mmh. Mais voilà, sans surprise, il a mis, les hommes en forme et les hommes clés qu'il a depuis le début de saison. Il a pallié, aux absents avec, les remplaçants au poste, hein, le soldat Rosario qui joue à tous les postes depuis le début de saison. Diop au milieu, même si je trouve que ça a pas du tout fonctionné sur ce match-là. Et donc voilà, on a fait un match intéressant avec, une compo qu'on attendait. Le petit bémol, je dirais, c'est que le fait de placer Thuram, en 6, ça, en fait, ça nous a un petit peu privés de ses percussions balle au pied, et du coup, on s'est retrouvé avec un milieu très, très peu créatif, très peu entreprenant. Il a essayé Donc un petit peu, mais ça n'a pas duré très longtemps. ouais, voilà, il a essayé peut-être le premier quart d'heure, il a fait deux trois percées, puis après il s'est davantage appliqué aux tâches défensives, donc on l'a beaucoup moins vu. Et puis Sanson, qui était actif, a fait ce qu'il pouvait, mais Diop n'a que très peu pesé offensivement, donc voilà, il y a quand même du mieux à faire à ce niveau-là, et
peut-être d'autres solutions à trouver au milieu quand Youssouf n'est pas là et que Thuram est obligé de le compenser. Je voudrais qu'on parle de ce milieu de terrain parce que je pense que ça illustre bien la contre-performance de la première période. Il y a pas d'autre mot, hein. C'est probablement, et c'est ce que Francesco Farioli semble dire en conférence d'après-match, probablement ce qu'on a vu de pire à l'Alliance Riviera pour un premier acte depuis le début de la saison. Donc effectivement, Vincent, on connaît ton amour pour Khéphren Thuram, mais je pense qu'il est quand même globalement mérité sur son passage à Nice. Et c'est vrai qu'on est un peu surpris depuis le début de la saison que ce soit lui plutôt que par exemple un Morgan Sanson qui se retrouve à ce poste de numéro 6. Alors, dans les tribunes, j'ai entendu quand même beaucoup de choses dites sur Khéphren Thuram, mais bon, naturellement, c'est un joueur qui peut être frustrant, qui en plus de ça, voilà, revient de sa sélection internationale avec les Bleus, et pour lequel on a forcément beaucoup d'attentes. Je pose la question et je pose le débat, que ce soit pour vous, messieurs, pour nos auditeurs et nos auditrices, mais sur cette rencontre-là, sans dire que personne n'a rien compris, que Khéphren Thuram a fait un super match, est-ce qu'en lisant ça par rapport au poste où il était condamné, on va dire, le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, placé en tout cas de numéro 6, est-ce qu'il n'a pas fait le travail qu'on attendait d'un numéro 6? Et au final, ce qu'on aime de Khéphren Thuram, ses grandes enjambées, tout ça, en partant de 10-20 mètres derrière, il en a tenté une, il s'est un peu empalé sur la défense parce qu'il n'a pas trop lâché le ballon. On sait que ça fait partie de ses défauts, même si d'aucuns pourraient dire que il n'y a pas non plus forcément d'appels qui ont été effectués par les attaquants et milieux offensifs niçois, mais tout simplement, est-ce que le match de Khéphren Thuram, en fait, n'est pas aussi quand même bien circonscrit par le fait qu'il était un poste de numéro 6 et qu'on lui a surtout demandé de bien réaliser ses tâches défensives, ce que je trouve à titre personnel, il a plutôt réussi globalement. Moi, je pense que ouais, c'est le cas. Voilà, on l'a placé à un poste de numéro 6 avec des responsabilités défensives nettement supérieures à ce qu'il connaît d'habitude au poste de numéro 8. Donc sur ce match-là, je pense que défensivement, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire couper les trajectoires de passe, être présent aussi au duel. Il a gagné plusieurs duels d'ailleurs, surtout en deuxième mi-temps. Donc sur ce plan-là, il a apporté. Alors du coup, oui, c'est vrai que son impact offensif est moindre dans ces conditions-là, mais c'est conditionné par le poste sur ce match-là. Et après, je sais que Thuram, c'est un peu le joueur qui crée des divergences au sein de la communauté niçoise, au sein des supporters, parce que c'est un joueur qui a quand même beaucoup de talent, qu'on présente comme un futur grand. Et par son attitude, parfois son irrégularité, il crée beaucoup de débats, mais on est peut-être plus exigeant avec lui aussi à ce niveau-là pour ça. Mais je trouve que Ouais. sur le match aujourd'hui, dans son rôle, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est pas incompatible d'être numéro 6 et de se procurer beaucoup d'occasions avec des percées comme il sait le faire. Je prends pour exemple le match contre Montpellier. Souvenez-vous, il est placé numéro 6 en absence de Youssouf. Et c'est lui qui a les plus grosses occasions dans ce match-là. Hormis celle de Bonani, mais c'est lui qui a la plus grosse occasion qu'il loupe. Donc je pense que de par sa qualité, il est capable d'être offensivement présent, même quand il est placé aussi bas au milieu du terrain. Maintenant, je pense en tant que numéro 6, comme tu l'as rappelé Vincent, le plus important, ça reste les tâches défensives et notamment le fait d'aller gratter des ballons, d'aller faire du pressing. C'est un petit peu ce que parfois je reprochais dans ce match, c'était qu'on manquait d'agressivité, je trouve, lorsque notre adversaire avait du ballon, et avait le ballon, et en quelques passes, ils arrivaient à transpercer notre milieu de terrain. Ça, c'est un peu plus équilibré en second mi-temps, mais globalement, je trouve que Khéphren Thuram répond à ce qu'on lui demande. Lui qui n'aimait pas ça, lui qui n'aimait pas faire ça avant, commence à le faire vraiment. Donc oui, c'est sûr qu'il marque moins de buts, il est moins décisif, il est moins percutant, moins virevoltant. Mais si c'est pour compléter son jeu par un apport défensif plus important, à ce moment-là, pas grand-chose à dire, quoi. En creux, on a également parlé des autres milieux de terrain. Je voudrais qu'on réserve un peu notre discussion sur Morgan Sanson, passeur décisif en deuxième période. Et c'est pour ça, pour dire quelques mots sur Sofiane Diop, qui malheureusement, pour raison de blessure, et à l'heure où on enregistre, il n'y a pas de diagnostic, ça devrait être le cas dans les 48 heures, mais au vu de la douleur, il y a plusieurs semaines d'absence qui sont craintes, malheureusement, par l'entraîneur de l'OGC Nice. Sofiane Diop,
On se disait un peu avant le match, enfin, je sais pas de votre côté, messieurs, mais en tout cas que, ben, enfin, on allait voir, Diop un peu plus réaxé. On l'avait vu déjà en préparation et par intermittence à ce poste un peu plus reculé. On l'a vu également, bah, du coup, dans cette fameuse action face à Rennes, partir de plus bas justement et dans l'axe pour, déstabiliser le bloc adverse. On se dit: «Ben, c'est peut-être l'occasion face à un adversaire, en plus Toulouse, qui est quand même, modeste avec des absents, sur lequel on pouvait prétendre à avoir la possession de balle». Et ben, voilà, on ne sait pas à quel moment la blessure est vraiment intervenue, s'il a été gêné, avant, ou pendant toute la partie, mais clairement, encore une fois, hein, ce n'est qu'un avis personnel et vous me partagerez le vôtre, mais la première période de Sofiane Diop a été extrêmement décevante, je trouve. Jamais en réelle capacité de peser sur le jeu offensif. Des interventions défensives assez intéressantes par moment, mais bon, c'était pas ce qu'on lui demandait. Alors, bien sûr, il est sûrement aussi sujet à la difficulté de tout le collectif dans cette première période, mais il a jamais vraiment su prendre le jeu à son compte. Il sort sur une nouvelle blessure, ce qui pose encore d'autres interrogations sur son avenir à l'OGC Nice d'ailleurs, et pire que ça, son remplaçant, Alexis Claude Maurice. Alors voilà, hein, on en débattra après, mais je trouve à amener quelque chose de différent, en tout cas amener davantage de rythme et de prise de risque. Alors tout n'a pas fonctionné, hein, c'est Alexis Claude Maurice, on va pas revenir là-dessus non plus, mais bizarrement, et c'est peut-être une coïncidence, le milieu de terrain a beaucoup mieux fonctionné, j'ai trouvé en deuxième période avec ACM qu'avec Sofiane Diop en première. Je sais pas ce que vous pensez. Est-ce que c'est une coïncidence, ou est-ce que ben, Sofiane Diop est vraiment passé à côté de quelque chose, et passé à côté d'une nouvelle chance encore qui lui était donnée, d'essayer de s'inscrire un peu plus dans le 11 de l'OGC Nice. Je pense que c'est un mix des 2 parce que je pense que voilà, Diop il a quand même raté son match. Alors comme tu disais, on sait pas, à quel moment a eu lieu la blessure, donc on sait pas s'il a été gêné en première mi-temps. Mais globalement, c'est beaucoup, beaucoup trop peu pour un joueur de son calibre, qu'on connaît quand même ses qualités, hein, sa qualité de passe, sa qualité de dribble, sa vision du jeu. Il est capable de faire plus. Il est capable de se montrer déjà plus, pour recevoir le ballon et de se retourner pour trouver ses attaquants. Et là, sur ce match, on ne l'a jamais vu faire pendant les 45 premières minutes, aucune différence balle au pied, aucune différence par la passe. Donc c'est beaucoup, beaucoup trop peu pour un joueur de son calibre. Et comme tu disais, Claude Maurice est rentré dans une seconde mi-temps où quand même on a mis un peu plus de rythme au niveau collectif, beaucoup plus de rythme dans les courses, dans les transmissions. Mais voilà, Claude Maurice fait une entrée tout à fait correcte, sans être parfaite, mais il y avait de meilleures intentions, les intentions de jouer vers l'avant. Et bah, forcément, ça a un petit peu changé la donne. Donc voilà, je sais pas s'il y a vraiment un poste où Sofiane Diop peut rayonner aujourd'hui à Nice, parce qu'il semble pas y trouver toute sa plénitude dans ses qualités et tout ça. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que Claude Maurice, voilà, il revient de blessure et en tout cas, il est capable d'apporter un petit peu, même si c'était limité, mais capable d'apporter un petit peu sur 45 minutes, et on pourra compter sur lui. Alric, Sofiane Diop, c'est un joueur qu'on a envie d'apprécier, qu'on a envie de voir davantage. On sait, ça a été certes par intermittence, mais ce qu'il a pu montrer lorsqu'il est arrivé sous la mandature de Lucien Favre, 2e version, puis il s'est blessé, puis il a eu des difficultés à revenir. Là, on s'est dit qu'avec une préparation, il va pouvoir revenir. Il y a encore eu des blessures qui ont pourri son début de saison. Il y a cette action, cette entrée lumineuse face à Rennes, mais au final, c'est un goût de vraiment, vraiment très peu. Et là, sur ce genre de rencontre où il a peut-être l'occasion, même si ce n'est même pas pour être brillant et changer vraiment la dimension du match, mais au moins déjà enchaîner du temps de jeu à un poste qui, logiquement, devrait mieux convenir à ses qualités. Et ben non seulement sportivement, c'est pas loin d'être dégueulasse ce qui a été proposé en première période. Encore une fois, par Sofiane Diop, mais aussi par toute l'équipe, tout le 11 de l'OGC Nice naturellement. Et en plus de ça, tu as une blessure qui en découle. Tu te dis que là, ça devient quand même vraiment. Il y a une vraie interrogation à se poser sur
est-ce qu'on peut encore compter sur Sofiane Diop comme un élément clé de l'effectif pour la saison en cours, ou est-ce que la question de son départ, fut-il possible, puisqu'il faudra encore avoir des offres, ne commencerait pas à se poser dans la tête de notre direction sportive, de se dire est-ce qu'on n'a pas moyen, en lui proposant un nouveau challenge, d'attirer un joueur qui apporterait peut-être davantage à notre club. Moi, je suis chagriné un petit peu par rapport à Sofiane Diop parce que bon, je rentrerai pas dans les considérations de prix de son transfert, ça on s'en fout. Mais en fait, il y a quelques semaines, je l'avais entendu dans une interview où il disait j'ai vraiment envie de devenir un leader technique dans cette équipe de l'OGC Nice, mais il n'arrive pas à enchaîner. Il n'enchaîne pas, il est trop irrégulier, il se blesse beaucoup. On le savait hein, quand il est arrivé. Supporter monégasque que l'on connaît bien, toi et moi, a été très clair. Il se blesse beaucoup. Et clairement, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc moi, je veux bien croire à son discours, à Sofiane Diop, qu'il est prêt à s'améliorer, il est prêt à changer des choses, il est prêt à montrer toute l'étendue de son talent et à devenir un vrai leader technique. Encore faut-il être capable d'enchaîner les matchs. Alors, je veux bien, il a fait une très bonne rentrée contre Rennes, mais on peut pas s'appuyer que sur ça pour lui donner du crédit. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de choses. Enfin, c'est quand même assez, pas terrible, mais c'est quand même assez fou de se dire qu'un Alexis Claude Maurice qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ouais, t'en es à le comparer à Claude Maurice, c'est un signal Bah, inquiétant pour sa c'est-à-dire carrière que quand même, hein. Alexis Claude Maurice reste un bon joueur, mais avec les problèmes, avec des problèmes de blessures qu'on connaît, il a fait une demi-saison à Lens l'an dernier qui était très Il a fait correcte. 3 bons mois sous Urca à Nice, et puis en gros, Voilà, mais bon après, en gros, voilà, faut aller chercher loin quand même. après Urca, faut quand même pas oublier qu'il a subi une très grosse Mmh. blessure qui l'a empêché de revenir. Ça a été compliqué sous Galtier. Bref, il a fait très bon prêt à Lens. Le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, bah, tu as un joueur comme Sofiane Diop qui veut être un leader technique, mais qui se fait clairement bâcher sur ce match-là parce que dès que Alexis Claude Maurice rentre, tout de suite, c'est du jeu vers l'avant, Mmh. un côté virevoltant, des passes vers l'avant, un petit peu de technique pour rendre fou les adversaires. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Alexis Claude Maurice, et je veux que tous les joueurs aient ça, c'est que première prise de balle dans l'axe du but à 25 mètres, il envoie une sacoche. Elle est contrée par un corner, mais c'est ça que je veux voir. Et Sofiane Diop, bah, je vais être très honnête avec vous, je n'ai aucun souvenir d'une action où il est allé vers l'avant. Aucun. C'est vrai C'est que très compliqué. au-delà de Sofiane Diop, moi, ce qui m'a vraiment déplu, on en parlera peut-être dans nos dossiers perso en fin d'émission, c'est que, en tout cas, on reste vraiment sur le premier acte, hein, là encore quelques instants, mais tu as l'impression que cette équipe avait peur de jouer de l'avant, hein. Moi, Jordan Lotomba, méconnaissable par rapport aux joueurs qu'on a connus tout au long de l'année civile 2023. J'ai souvenir d'une action où il a quand même un seul Toulousain en face de lui, et derrière, il y a 30 mètres de boulevard après pour aller se projeter vers le but, mais il ne tente même pas le duel. Alors, est-ce que c'est une consigne qu'on n'a pas? On sait que Francesco Farioli veut que ses latéraux se réaxent notamment, mais là, il ne porte même pas le ballon ni dans l'axe, ni sur le côté. En fait, il fait une passe latérale ou une passe en arrière, je me souviens plus, mais tu as l'impression que cette équipe, pendant 45 minutes, n'a vraiment pas eu envie de jouer de l'avant. Alors voilà, Sofiane Diop autant que les autres, peut-être à une exception près, comme Morgan Sanson, mais ça a été voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a laissé perplexe sur cette première période. Vincent, est-ce que quelque chose à rajouter éventuellement sur le premier acte, ou est-ce qu'on met Aussi, rapidement ça derrière nous pour se concentrer sur un peu plus de football? juste le fait que, au niveau offensif, je pense qu'il y a aussi le contexte autour du match qui joue. C'est que, tu es privé de Boudaoui qui, bah, par sa capacité, par son volume de jeu, par son intelligence de jeu, il est capable de venir faire des compensations importantes au milieu de terrain, et c'est peut-être aussi pour ça que Thuram s'est peu projeté, parce que Diop n'est peut-être pas capable, par exemple, de faire ces compensations-là. Ouais. Et aussi le fait que tu es privé de Todibo, qui est quand même ton leader défensif avec Dante. Tu es peut-être un petit peu moins serein quand il y a Rosario derrière, donc quand tu es milieu comme Thuram ou comme Sanson, il y a peut-être moins de projection, parce que l'important c'est avant tout l'équilibre, et que Farioli a l'air de tenir à ça.
Donc je pense que ça a aussi joué dans les têtes, ces absences-là, pour l'animation offensive. Ouais, tu n'avais clairement pas la même assise, la même sécurité défensive quand tu n'as pas Youssouf Todibo et Hicham Boudaoui, hein, bien entendu. Et effectivement, peut-être des Tu joueurs sais qui que ont tu peux aussi. avoir 10 mètres de retard et te faire rattraper, enfin, et voir Todibo taper un sprint de fou pour rattraper son Pour, adversaire, ce que tu n'avais pas avec pour Rosario. Rosario, c'est un peu plus compliqué, même si voilà, ne tombons pas sur Pablo qui, en plus d'une interview extrêmement émouvante avec les médias du gym, ben, sort voilà, les unes après les autres des performances tout à fait satisfaisantes. J'irai peut-être pas non plus beaucoup plus loin que ça, mais vrai soldat et vrai joueur de club. Il a quand même rendu de nombreux services depuis le début de la saison. Heureusement que tu as un couteau suisse comme ça, vu le nombre d'absents et de suspensions qu'il y a. Alors que voilà, hein, il y a une petite interview de Francesco Farioli, enfin, le résumé de sa conférence d'après-match qui a fuité. Et effectivement, bon, hein, lui également assez peu satisfait de sa première période. On n'a pas fait notre meilleur match de la saison, on a été poussif en première mi-temps. Bon, c'est un euphémisme, hein, Francesco, mais bon, au moins il en est conscient déjà, il ne sort pas une Misiane, j'ai adoré ou je ne sais quoi. Passons au deuxième acte si vous le voulez bien, parce que c'est quand même vachement plus intéressant. Ce but de Terem Moffi suite à une action assez bien construite, un pressing de Melvin Barr dont on n'avait pas encore parlé dans cette émission. Je me soigne, hein, j'essaie de repousser cette échéance. J'ai quasiment tenu une demi-heure cette fois. Parfait, j'en parlerai à mon addictologue. Blague à part, voilà, hein, cette action qui ensuite mène à Morgan Sanson. Morgan Sanson qui se projette jusque dans la surface adverse et qui sert d'un magnifique centre à ras de terre, Terem Moffi qui n'a plus qu'à conclure. Fallait la cadrer et la mettre quand même, hein, mais voilà, un Terem qui arrive au bout d'une action collective. On va parler peut-être quelques instants de ce but. Déjà pour finir sur le milieu de terrain et parler de la performance de Morgan Sanson, et puis après pour Terem Moffi, parce qu'il y a quelques trucs à dire encore sur l'attaque de l'OGC Nice, même si elle est encore une fois moribonde et quasiment en panne sèche. Morgan Sanson, Alric, à la sortie du stade, tu me disais probablement ton aiglon du match. Alors, Vincent nous partagera son avis, et puis on Toi, je verra sais, c'est Melvin Barr, je sais. voilà. On verra les résultats de toute façon des votes des supporters, mais en tout cas, ça fait plusieurs semaines qu'on se demande pourquoi Morgan joue, en tout cas avec un espèce de, je vais pas dire de frein à main, parce que c'est un peu vache d'un joueur qui donne autant de sa personne et qui a autant d'activité, mais on sent quand même qu'il est un peu sur la réserve, en tout cas au niveau de ses velléités offensives. Et là, sur ce match, il y a ce dépassement de fonction, du coup, où il prend cette initiative, peut-être à la place de ce qu'aurait pu faire un Diop en première période ou un Claude Maurice après, du coup, dans ce deuxième acte-là, en l'absence de Kefren Turam aux avant-postes. Il sert parfaitement Terem Moffi, et du coup, ça fait une passe décisive. Voilà. Donc en fait, c'est tout ce qu'on attendait de lui dans ces dernières semaines. Alors, bon, c'est plus facile à dire pour nous, bien calés sur notre siège au stade ou notre canapé à la maison naturellement, hein, mais on voulait le voir un peu prendre des initiatives, se projeter davantage, faire du dépassement de fonction et stater un peu. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est tout ce qu'on a vu sur cette rencontre-là. Et moi, ce que j'attends de Morgan Sanson, alors c'est peut-être pas une passe décisive à chaque match, mais en tout cas dans les intentions et dans les zones dans lesquelles il est intervenu, c'est un peu plus ce que j'ai vu cet après-midi que ce que j'ai vu on va dire depuis la fin du mois d'août, où ça a peut-être commencé à être un peu plus en deçà pour lui. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais je voulais quand même souligner d'un joueur qu'on essayait de pas trop critiquer par rapport à son exemplarité, mais sur lequel on avait peut-être un goût de trop peu. Voilà, moi, ce que j'ai envie de voir de Morgan Sanson, c'est ce que j'ai vu cet après-midi. Bah exactement. Aiglon du match pour moi, pour la simple et bonne raison que lorsque tu es au stade et que tu as l'impression qu'il y a qu'un seul joueur qui récupère tous les ballons, là tu te dis, il est en train de faire un truc de fou. Et il se projetait autant vers l'avant que ce qu'il allait gratter le ballon dans les pieds adverses. Je suis très content qu'il ait pu débloquer son compteur d'éléments décisifs avec une passe. Je serais presque tenté de dire qu'il fait mieux qu'Aaron Ramsey, mais en fait, j'ai failli oublier qu'Aaron Ramsey avait marqué un but avec l'OGC Nice. Donc, non, non,
C'était la petite comparaison débile, je suis en train d'y penser. Face à Toulouse, hein, d'ailleurs. Voilà, Comme quoi, comme quoi c'est tout une équipe concorde. qui nous réussit bien. Non, mais en fait, c'était exactement ce qui lui manquait. Un petit peu à la manière de Terem Moffi, je pense qu'il manquait que ça pour leur donner encore plus confiance. Et je pense que Morgan Sanson, c'est pas la dernière passe décisive qu'il fera. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit d'ailleurs en interview d'après-match au micro de Prime Video. Il a dit: j'aurais pu la frapper, mais le sens du jeu, c'était de la donner à Terem. Je l'ai fait et ça nous a permis de marquer. Ben, en fait, voilà, c'est ça. C'est que Morgan Sanson, c'est le joueur de club par excellence, c'est le joueur de collectif par excellence. Et il a fait ce qu'il fallait faire pour le collectif. Il aurait pu se dire non, mais moi j'ai envie de claquer mon petit but. Il a préféré mettre son numéro 9 sur orbite, ça a fonctionné. Et je pense que c'est peut-être le début d'un quelque chose d'un peu plus chez Morgan Sanson. Voilà, il lui manquait une première passe décisive. Qui sait, peut-être que contre Nantes la semaine prochaine, il marquera un but. Je lui souhaite en tout cas. Donc c'est une très très bonne chose. Ça vient récompenser statistiquement un très très bon match de sa part. Et donc oui, je confirme aiglon du match pour moi. Et important dans la concurrence, on sait, hein, parce qu'avec les retours de Youssouf et de Boudaoui de suspension, et ben, quid de la place de Morgan Sanson dans le 11 titulaire, hein, parce qu'il y a voilà, Kefren Turam, ils sont 4 de toute façon, D'ailleurs, j'ai une question pour essentiellement vous. pour ces 3 postes-là, en attendant de voir si Claude Maurice confirme, voilà, qu'on confirme ce qu'on a entrevu de sympa, mais bon, on n'en est pas encore au niveau des 4 autres. Alric, tu disais, tu avais une question pour nous. Ouais, j'ai une question pour vous, et d'ailleurs pour tous les auditeurs qui nous écoutent. On arrive proche de la mi-saison. On se rappelle qu'il n'y a que 34 matchs, donc on est presque à la mi-saison. À l'heure actuelle, vous levez l'option d'achat pour Morgan Sanson? Si elle est autour de, je crois, c'est 4 ou 5 millions, quelque chose comme ça. Ouais. Franchement, je pense que oui, parce que même si voilà, on attend peut-être un peu mieux sur le plan offensif, c'est quand même un joueur qui te donne beaucoup d'équilibre, qui est relativement régulier dans ses matchs, même si il pèse pas forcément à chaque fois. Mais il t'offre une stabilité qui fait que tu pourras toujours compter sur lui. Donc voilà, un joueur comme ça, c'est très important pour une saison, pour un club qui peut-être va jouer une coupe européenne la saison prochaine. Voilà, moi je n'hésiterai pas en tout cas. Ouais, pour l'expérience, pour la stabilité, pour la constance dans les performances, je pense que c'est un bon rapport, qualité-prix. Après, à voir si lui se projette chez nous ou s'il a envie d'avoir davantage de temps de jeu. Ça dépendra de comment voilà, les 2 tiers de la saison qui restent et un peu moins même, comme tu le rappelles, se déroulent. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Et moi, j'essaye toujours de voir ça du côté pragmatique, même si on est là aujourd'hui clairement dans l'incertitude et on n'en a pas parlé dans ce podcast en attendant que ce soit officiel, mais par rapport au rachat partiel de Manchester United par Jim Ratcliffe. Mais voilà, vu qu'on ne sait pas ce que ça va être les investissements de Ineos pour l'OGC Nice dans les prochaines saisons, qui va rester, qui va partir, je pense que si tu as un Morgan Sanson sous la main qui te coûte pas grand-chose et qui t'a porté satisfaction, au moins tu peux concentrer ton énergie et tes finances sur des postes qui risquent d'être davantage bouleversés ou que tu as réellement à renforcer au hasard sur les côtés devant ou si jamais il y a un départ majeur type Thuram ou Todibo, voilà, tu lâches ton 5-6 millions sur Morgan Sanson grand maximum et puis C'est une valeur sûre que voilà. tu confirmes, quoi. Et puis ça te fait un peu d'expérience dans ta colonne vertébrale, dans ton équipe. On a un peu parlé de Alexis Claude Maurice aussi, même si je pense que voilà, on attend quand même de voir une confirmation autre qu'une bonne demi-heure sur 45 minutes de jeu. Je voudrais qu'on passe aux avant-postes. C'est un peu, je le sais, on se répète, et si vous écoutez les émissions semaine après semaine, vous êtes bien courageux ou courageuse, parce qu'on parle toujours oui, Mofi, oui, Laborde, tout ça. Bon, alors, Terem Mofi buteur, hein, de toute façon, comme on l'a dit sur une passe décisive de Morgan Sanson, voilà, belle réalisation. Alors, toujours avec on va dire cette ambivalence là, Terem Moffi et vous le rappeliez, messieurs, tout à l'heure, dans une certaine difficulté, même si ce n'est sûrement pas ce qui a été son plus mauvais match en première période, avec cette place dans l'axe dos au but où il a eu du mal à faire parler ses qualités. La seule fois où il est parti en profondeur, il s'est fait un autodribble à la Vib Bamogo. C'était un peu gênant. Et en deuxième période, ben,
enfin ce qu'on appelait de nos voeux également depuis un certain temps, c'est-à-dire le réaxement, le réaxage, je ne sais pas quel est le, le mot grammaticalement correct pour ça, mais le passage de Gaëtan Laborde dans l'axe, du coup, qui a libéré des espaces à un Terem Moffi que très clairement, je n'imaginais pas dans cette position d'ailier droit, mais du coup, avec peut-être un peu plus de champ, un peu plus de champ devant lui, un peu plus de possibilités d'exploiter des espaces, des courses libérées ou pas. Et ça, vous me le direz, messieurs, par la présence de Gaëtan Laborde dans l'axe qui peut-être n'aura réussi au final que ça dans cette rencontre, être présent et peser sur la défense toulousaine, parce qu'après, en matière après de choix et d'exécution, je pense qu'on a encore franchi un autre palier du dommage pour un joueur qui avait pourtant été exemplaire la saison précédente. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez bah, pas ce que vous pensez généralement de ces deux joueurs, mais en tout cas de ce petit moment, de ce petit quart d'heure. Au final, il n'y a pas eu beaucoup plus, un quart d'heure, 20 minutes, où voilà, leurs positions ont enfin été inversées. Et c'est le moment où Terem Moffi marque. Alors, coïncidence ou du coup piste à explorer pour les prochaines semaines? Je pense que franchement, le changement qui a été intervenu, du coup, c'était un petit peu avant la fin de première mi-temps. Il était intéressant parce que, voilà, comme tu l'as dit, on a retrouvé Laborde un petit peu plus naturellement dans sa position naturelle. Donc, on l'a senti un peu plus libéré, un peu plus d'automatisme aussi dans ses mouvements, dans ses appels, ses décrochages. Et puis surtout, on retrouve Moffi sur l'aile droite. Et ça, c'était intéressant parce que dans ce match-là, il y avait très peu de profondeur à exploiter dans l'axe. Et le fait de l'avoir sur l'aile droite, ça lui permet d'être face au jeu avec un petit peu plus d'espace. Donc c'est là qu'on le retrouve un peu mieux avec ses qualités de vitesse et de puissance. Donc non, j'ai trouvé le changement intéressant. Le match globalement du duo, on va dire plutôt correct, même si on est en droit d'attendre plus, mais c'est au niveau collectif, je dirais, sur le plan offensif. Donc ça peut être reconduit, lors des prochains matchs, ça ne me surprendrait pas. Faut voir un petit peu quelle formule fonctionne le mieux, mais en tout cas, j'ai trouvé les choix intéressants et ça a un petit peu changé la physionomie du match en seconde mi-temps. Alric, sur ce moment, c'est 15-20 minutes à cheval sur les deux périodes où on a eu cette cohabitation, mais inversée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en ce début de saison. Et puis ensuite, par la décision de Francesco Farioli de mettre fin à l'expérience dès la 67e minute avec la sortie de Gaëtan Laborde et l'entrée d'Evan Guessant. Comment est-ce que tu interprètes ça? Et puis après, tant que tu as la main sur le micro, pourquoi pas parler de l'impact de l'entrée d'Evan Guessant aussi en fin de rencontre. Alors, ce changement de position, bien sûr, c'est quelque chose que l'on souhaitait hein, depuis un moment déjà. Alors, je sais pas si, je pense hein, que ça vient d'une volonté de Francesco Farioli. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé du côté du banc pour voir si il faisait des gestes ou des choses comme ça, mais j'ai trouvé que c'était assez naturel. Je me suis pas dit, tiens, il y a un truc bizarre qui s'est produit. Non, non. J'ai trouvé que c'était assez naturel et, comme le disait Vincent très justement, j'ai l'impression que ça a fait du bien à Terem Moffi. Je reviendrai sur Gaëtan Laborde après, mais j'ai l'impression que ça lui a fait du bien parce qu'effectivement, il avait le jeu en face de lui et très clairement, ça s'est vu parce que en fin de première mi-temps, la première occasion qui se crée, il récupère le ballon, il y va tout en puissance, un peu comme un buffle, et il envoie une grosse frappe qui passe à côté. Et je me suis dit, ok, là il y a peut-être un truc qui est en train de changer. Donc pourquoi pas. Clairement, c'est pas Boudaoui, c'est pas Baldé en termes de dribble et en sa qualité de feu follet ou un truc comme ça, mais c'était intéressant. Concernant Gaëtan Laborde dans l'axe, en fait, je l'ai trouvé super en difficulté sur ce match-là, que ce soit sur le côté ou dans l'axe. Enfin, il s'est pas créé une seule occasion notable, ou alors je suis allé chercher un sandwich au mauvais moment. Il y en a une où il a envoyé une patate à la fois, je pense, Ah oui, voilà, au-dessus et à côté. Donc je pense que le sandwich était plus appréciable de toute c'est façon. ça, la grosse frappe en Même un seconde. sandwich du stade, je pense que c'était moins dégueulasse que cette grosse frappe. Et la tête décroisée. Oui. Oui, c'est vrai. Il a eu. En fait, c'est comme je les considère pas comme des grosses occasions. Enfin, en tout cas, pas la tête décroisée, parce qu'effectivement, il y a eu cette occasion-là. Mais oui, effectivement, j'avais oublié cette frappe après le premier but qu'il a totalement raté.
signe que vraiment le garçon est pas en confiance en ce moment. Mm. Je l'ai trouvé très très en difficulté. Et donc je vais rebondir tout de suite sur l'entrée d'Evan Guessant. Bah, en fait, sans être absolument virevoltant, incroyable et influent sur le jeu, il a fait une entrée à la Evan Guessant, c'est-à-dire que il tente de conserver le ballon, il se projette vers l'avant, il est là quand il faut. Il aurait pu être buteur sur la plus belle, une des plus belles actions du match et peut-être de la saison si elle avait fini au fond. La talonnade de Dante, du coup, Ouais, non, mais qui est un meilleur numéro 10 que Sofiane Diop, du coup, malheureusement. au-delà de la talonnade de Dante, je fais une petite dégression, mais ça fait plaisir d'en parler. Il y a le garçon qui tente un dribble déjà dans sa moitié de terrain. Il passe deux défenseurs. Il fait un 1-2. Il récupère le ballon. Il fait un double 1-2, plus ou moins volontaire avec Guessant. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il s'est dit tiens, fuck off, j'y vais jusqu'au bout. Et j'aurais adoré que ça finisse au fond. Et c'est ça l'esprit de l'équipe de Farioli, j'ai l'impression, c'est que bon, on se fait plaisir. On se fait plaisir et ça s'est vu, en tout cas sur cette action. Donc oui, Guessant, en fait, ce que j'aime bien, c'est que sans être foudroyant, il apporte quelque chose de très léger parfois, mais qui est super utile, notamment en fin de match où tu as besoin de conserver le ballon, où tu as besoin de jouer un peu de ton physique. Et je regrette simplement voilà, qu'il n'ait pas pu se créer une occasion vraiment, enfin, hormis celle avec Dante, mais qu'il n'ait pas pu se créer une autre occasion vraiment nette pour tuer ce match. Parce qu'en fait, au final, ce qui fait râler dans cette rencontre, c'est que tu marques le but à la 54e minute, tu as 5 minutes après qui sont un peu folles parce que tu manques par 2 fois d'en mettre un deuxième. Et c'est un petit peu ça que je regrette. C'est qu'encore une fois, on n'arrive pas à tuer le match parce que si très vite on met le deuxième but, c'est terminé. Et on a souffert parce que, comme le rappelait Francesco Farioli au micro de Prime, l'entrée du petit Sissoko du côté de Toulouse a fait très très mal parce qu'il a réussi à mettre à mal toute notre défense à chaque fois qu'il avait le ballon, quoi. Donc c'est encore quelque chose à travailler, ça. Cette attaque, du coup, qui est, on le dit, hein, moribonde, hein, il y a pas d'autre mot, C'est le vraiment mot de la encore. journée, ça, non? Voilà, encore très peu de buts inscrits cette saison et là, une difficulté à trouver l'animation qui fonctionne. Bon, bah, voilà, hein, périodiquement, ça en permutant la board et Mofi, ça a permis d'avoir un petit, momentum qui a conduit à ce but-là. Vincent, peut-être, c'est vrai que je t'ai pas demandé pour Evan Guessant. Moi, ce qui m'a un peu, bah, interrogé parce que Evan Guessant rentre, pour la dernière demi-heure grosso modo, parce qu'il a fait cette saison, par la hiérarchie, par, tout ça. Moi, ça ne m'a pas choqué, surtout que comme le dit Alric, il fait plutôt une bonne rentrée. En tout cas, il fait ce qu'on aime voir, de la part d'Evan Guessant, depuis le mois d'août. Par contre, du moment où il est rentré, j'ai trouvé que ça a été beaucoup plus compliqué pour Terem Moffi d'exister à droite. En fait, tout est repassé naturellement dans l'axe en matière de jeu parce que Evan Guessant était peut-être davantage en capacité de tenir le ballon et surtout d'en faire quelque chose, de les exploiter que Gaëtan Laborde qui était à son poste quelques instants plus tôt. Je ne sais pas si c'est voilà, parce que ce sont des profils différents, parce que Guessant a pris, en étant aligné numéro 9, l'initiative de dire que c'est lui qui allait concentrer les offensives et que ça a un peu délaissé Terem Moffi. Enfin, je sais pas comment tu interprètes ces deux moments, ces deux changements de façon de jouer entre la 40e et la 67e minute après. Moi, je pense que, voilà, c'est aussi, un moment du match où on a beaucoup plus subi donc en effet, pour ressortir les ballons, on s'est beaucoup servi de Guessant en point d'appui et Mofi, on l'a très peu trouvé parce il partait de très bas, forcément en défendant donc voilà, forcément, la physionomie du match a fait que, on a davantage, cherché à trouver Guessant et un peu moins Mofi mais je suis pas sûr que Mofi a été moins bon parce que Guessant était sur le terrain ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment la physionomie du match qui a fait ça. Messieurs, je vous propose de clôturer, en tout cas, l'analyse un peu globale de ce match et on va aborder un peu nos dossiers qu'on garde sous le coude toujours ou les débats qu'on souhaite évoquer. Alors que ce soit sur ce match face à Toulouse, hein, cette victoire, un but à 0, la 8e victoire du championnat d'un OGC toujours pas mené, toujours invaincu. Encore un clean sheet et solide deuxième du championnat. Hein, décidément, tout se passe bien. On se demande encore vraiment ce qui nous retient de vivre
vivre en slip constamment, mais bon, peut-être les températures qui refroidissent. Mais est-ce que vous avez encore quelque chose, que ce soit voilà, l'actualité du gym, le terrain, les prochaines semaines, que vous souhaiteriez évoquer déjà entre nous et puis avec nos auditeurs et nos auditrices? Ouais, moi je voudrais parler de Rosario. Je me suis retenu pendant toute l'émission de faire un paragraphe complet sur lui, mais en fait, cette semaine, j'ai vu son interview. Et au-delà de l'émotion qui transparaît dans ses mots, dans tout ce qu'il dit, j'étais très content déjà d'entendre parler français. Ça peut paraître bête, mais ça fait partie des choses qui font toujours plaisir quand on voit qu'un joueur s'intègre bien. L'année dernière, ça a été compliqué pour lui. Au début de saison, on se moquait un peu de lui. Et je fais partie des gens qui l'ont torpillé quand ça allait moins bien. Et pourtant, il a toujours répondu présent. Il a toujours fait ce qu'on lui demandait de faire. Et il le dit clairement, il le dit, hein, je suis pas le plus technique, je suis pas le plus adroit, je suis peut-être pas le meilleur joueur qui soit. Par contre, je donnerai toujours tout sur le terrain. Et clairement, je veux bien le croire. Aujourd'hui, il est loin d'être le Rosario super puissant qu'on avait à son arrivée pendant les 6 premiers mois sous Christophe Galtier. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est un joueur qui s'est totalement fondu dans l'effectif niçois et ça fait plaisir de le voir heureux déjà, de prendre du plaisir avec ses coéquipiers. Et clairement, je voulais lui rendre hommage parce qu'il a eu des mots qui étaient, qui étaient assez émouvants, notamment quand on lui pose la question qu'est-ce que tu as envie que ta fille retienne de toi en tant que footballeur. Et là, on a senti que c'était un peu un moment émotion. Alors, et je me suis dit, ok, bah, on a quand même un super joueur qui a remporté un titre avec le PSV, qui a connu de grosses échéances européenne, qui est arrivé dans un club qu'il connaissait pas forcément, et il s'y plaît, il s'y intègre, il passe outre les moments compliqués, et en fait j'ai envie qu'il y reste le plus longtemps possible à l'OGC Nice, qu'il rende des services, et pourquoi pas qu'il aille chercher un titre qui une Coupe de France ou que sais-je, parce qu'en fait je pense que ça fait partie des joueurs qui le méritent parce qu'il donne toujours tout. Donc je voulais lui rendre hommage tout simplement. Le soldat Rosario, hein, bien des défauts sur le Et terrain, voilà. on a pu en Et parler, mais en tout m'excuser cas, voilà. et m'excuser de l'avoir torpillé dans tous les sens, parfois peut-être injustement. Bon, attends son CSC face à Nantes et on en reparle. Non, je déconne, je déconne. Vincent, du coup, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué aujourd'hui ensemble. Ouais, peut-être Melvin Barr qui, encore une fois, a été le plus complet sur l'ensemble de la rencontre. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, c'était peut-être le joueur qui a réussi le plus de choses côté niçois et qui, encore une fois, montre beaucoup de qualité au niveau mental, dans la combativité, mais aussi avec ballon quand même, qui a su apporter dans la relance. Donc encore une fois cette saison, on pourra dire que Melvin Barr a fait un bon match et que c'est l'un de nos meilleurs éléments. Donc je suis très content pour lui, très content pour l'équipe. Et puis j'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine pour voir ce match face à Nantes, si je me trompe pas. Pour voir un petit peu cette équipe jouer avec les retours de blessures et de suspensions. Donc hâte de me projeter et j'espère qu'on va finir l'année en beauté. On n'a pas parlé de tout le monde naturellement dans cette émission. On aurait pu parler de Marcin Bulka et bon voilà, disons que c'est mon dossier perso encore une fois exemplaire. Il n'a pas eu non plus énormément de travail à faire, mais les 2-3 arrêts qu'il fallait sortir, il les a sortis d'autorité pour assurer sa défense centrale malgré voilà cette défense un peu expérimentale avec Pablo Rosario associé à Dante. On a dit voilà assez peu de mots sur le capite, toujours aussi efficace à 40 ans passés désormais. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une nouvelle victoire. Vous l'aurez compris en écoutant cette émission, en ayant vu le match, que on se souviendra pas, ou en tout cas, on tâchera de l'oublier rapidement ce premier acte. Sur la deuxième période, il y a eu des choses un peu plus intéressantes et des pistes de travail, peut-être d'ailleurs, pour l'animation offensive dans les prochaines semaines. On sait que ça va être d'autant plus bouleversé qu'il va y avoir la CAN qui va arriver d'ici 1 mois et demi en fonction des joueurs niçois sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations, et il y en a beaucoup, notamment aux avant-postes, qui sont susceptibles d'être appelés par une sélection. Tous ne le seront pas, hein. Voilà, il y a des jeux de hiérarchie et certains faibles temps de jeu qui peuvent nous permettre d'espérer d'en garder certains à Nice, même si naturellement on leur souhaite de représenter leur pays et de briller avec. Mais voilà, ça sera vraiment l'incertitude autour de plusieurs postes
en attaque. Et ça serait bien de travailler ça dans les 4 matchs qui nous séparent désormais de la trêve. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie dans cette émission. Et puis, écoutez, c'est toujours plus facile quand l'OGC Nice l'emporte. L'OGC Nice, voilà, on enregistre dimanche après-midi. Il y a un partout entre Rennes et Reims. Donc, pour l'instant, toujours 8 points d'avance sur le 4e et du coup, conforte sa place sur le podium. On va aussi attendre le résultat entre Lyon et Lille pour voir si l'écart se creuse avec le reste des places européennes. Mais en tout cas, on en a parlé en début d'émission. On est vraiment très content de ce début de saison historique. Après, la saison est encore longue. Il y a bien des choses à améliorer. Pourquoi pas dès la semaine prochaine face à Nantes. Messieurs, merci beaucoup. Vivement la suite. Et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa.